Bonjour à tous et bienvenue sur Mamsté. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo, d'ailleurs je vous en avais parlé dans une précédente, que j'allais parler climat, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol de ces climato-sceptiques, de ces climato-alarmistes. Moi j'avais envie de vous faire découvrir les climato-réalistes, comme une certaine personne qui s'appelle Benoît Ritaud, qui a écrit plusieurs ouvrages, hein, je vous invite à les découvrir, vous tapez son nom sur Google, hein, donc Ritaud R-T-T-A-U-D, et vous allez voir que ce monsieur, bah, il sait de quoi il parle, en fait. Hein. C'est comme, par exemple, pour savoir comment la Terre a évolué au niveau du climat depuis presque son apparition, sa naissance, plutôt, on peut appeler ça une naissance après le Big Bang, qui reste encore une théorie, bien évidemment. Eh bien, certains scientifiques, hein, non lobbyistes et non contraints à des obligations vis-à-vis justement de ces lobbies-là, avaient été prélevés des carottes de plusieurs kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres même, je crois bien. C'est grosse carottes. Et ils ont pu analyser le climat depuis plus de 800 000 ans grâce à ces carottes glaciaires. Et ils se sont rendus compte en fait que le CO2 suivait le réchauffement. Voilà. Et qu'il y avait des phases de réchauffement et de refroidissement. Là, en ce moment même, on est en phase de réchauffement. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver le froid dans une ère de refroidissement. Et pas de vous dire quand ça sera exactement, mais c'est généralement tous les 50 ans. Regardez, en 1920, le 14 juillet 1920, je crois que c'était 1920, si je ne dis pas de bêtises, les Champs-Élysées étaient interdits pour raison de forte chaleur, et en 52, vous vous rappelez, l'hiver, le fameux hiver 52. Voilà. Donc, on peut dire que c'est à peu près tous les 30 ans, tous les 40 ans, peut-être. Voilà. C'est comme les glaciers, hein, ils reculent, ils avancent, et ça, c'est cyclique de tous les 50 ans. Donc, faut arrêter avec la fonte des glaciers. Les Maldives étaient immergées avant, elles sont réapparues parce qu'on est en période de réchauffement, et quand il y aura la période de refroidissement, peut-être que, bon, on ne sait pas, hein, avec beaucoup de pluie, etc., elles vont être submergées. Allez savoir. Bon, bref. En tous les cas, c'est comme ça, hein, pour l'instant, hein, faut pas se paniquer, faut arrêter d'être alarmiste et de toutes les choses aux gens. Notre planète va bien. Alors, tous les prêcheurs de Gaïa, là, avec vos foutus panneaux photovoltaïques et vos éoliennes de mer, excusez-moi du terme, on peut pas recycler. C'est fait avec des matériaux non recyclables, du plastique. Ça bétonne à fond. Je crois que c'est 10 000 tonnes de béton dans les sols. Et dans les océans aussi par la même occasion, je vous assure. Hein. Et puis c'est pour la reproduction des Saint-Jacques aussi, où c'est pas bon du tout. Donc ils sont en train finalement pour leur écologie là, pour s'en foutre plein les fouilles. Parce que c'est pas l'écologie, ils s'en cognent total. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du fric. Et faire peur aux gens. Donc là, je suis tombée sur cet article-là, donc, de Notre Planète Info. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant, honnêtement, parce qu'ils sont plutôt modérés, tempérés et assez pédagogiques. C'est pas des termes scientifiques à se tirer les cheveux de la tête. Vous voyez, c'est plutôt simple. Donc au sommaire, donc c'est un climat et des climats, les causes internes et les causes externes. Donc un climat, des climats. Le climat définit et explique les conditions de l'atmosphère au-dessus d'un lieu à moyen et long terme, à la différence de la météorologie qui s'intéresse au court terme. Mais il peut s'étudier à différentes échelles d'espace et de temps. C'est vrai que la météo, ils vont vous alarmer, oh là là, on n'a jamais eu aussi chaud, l'année de tous les records, ou alors quand c'est du froid, bah, c'est l'année de tous les records aussi dans le froid, enfin, ils vous foutent les jetons, n'ayez pas peur. Voilà, alors certes, en ce moment, il y a des inondations, mais aussi, je crois que c'était dans 1912 où Paris avait été inondé, la Seine avait débordé. Pendant plus de 3 semaines, les Parisiens étaient dans la flotte. Et ça partait très loin. Et ils se sont démerdés avec des planches, ils partaient d'une maison à l'autre. Moi, les caves, tout ce qu'il y avait dans les caves de nourriture a été foutu. Et ben, ils ont été solidaires. Voilà, ils se sont démerdés. Pourquoi ils pourraient pas faire ça aussi dans le Nord-Pas-de-Calais? Reprendre un petit élan de solidarité, d'installer un peu comme la place Saint-Marc, quand c'est inondé, il y a des planches. Voilà, ils se démerdent. Mais non, dans le Nord-Pas-de-Calais, apparemment, ils ont bouffé trop de frites, leur cerveau c'est devenu des patates. Je les aime beaucoup, hein, les gens du Nord-Pas-de-Calais, les ch'tis, je les adore, hein, honnêtement. Hein. Mais là, soyez un peu solidaires et un peu du jeu, les gars, quand même. Hein. Bon, donc, petite parenthèse fermée, j'espère qu'ils m'en voudront pas, j'espère que j'ai pas de ch'tis dans mon audience, mais je vous adore. S'il y en a, franchement, je vous adore. Donc le climat de la planète, considéré comme un tout, dit planétaire, global pour les anglo-saxons, est déterminé principalement par des facteurs astronomiques. Donc c'est pas humain, c'est astronomique. C'est selon la rotation de la Terre, son inclinaison, le rapprochement du Soleil ou l'éloignement.
seul truc qui pourra flinguer la Terre, c'est une météorite tueuse. Ou alors le volcan Yellowstone aux États-Unis. Le jour où il se réveille, on est très mal, hein. Même en Europe, hein. C'est très mauvais. Il est très dangereux celui-là. Bon, mais ils le surveillent, hein. Mais bon, le jour où ils pètent, hein, ils pourront rien faire. Hein. Ils peuvent surveiller, hormis évacuer les populations sur la planète Mars, je vois pas trop ce qu'ils pourront faire. Donc le climat de la planète, considéré comme un tout, dit Planeta, ça je l'ai lu, excusez-moi. Donc un niveau plus fin d'analyse peut s'opérer entre régions chaudes et froides de la planète en fonction de la latitude et des grands vents. On parle alors de climats zonaux. Mais la répartition des terres et des mers à une même latitude crée des climats régionaux, comme par exemple l'Europe atlantique plus influencée par l'océan que l'Europe centrale au climat plus rude. Enfin, l'échelle la plus fine est celle des microclimats, celle d'une vallée de montagne ou même d'une grotte ou d'un appartement. C'est cela que nous percevons. Ils sont évidemment encore plus nombreux. Mais plus qu'au climat planétaire, préoccupation majeure des physiciens et des géologues, les géographes s'intéressent au climat en insistant sur l'hétérogénéité des ambiances à la surface des continents et des océans, leur discontinuité spatiale, leur rythme saisonnier et leur variabilité interannuelle. Donc, la stabilité du climat planétaire. La Terre a une température à peu près constante depuis l'apparition de la vie. Il y a eu des périodes plus chaudes et d'autres plus froides, mais jamais éloignées de plus de quelques degrés par rapport à une moyenne d'environ 15,1 degrés. Une telle stabilité est extraordinaire si l'on compare à des planètes comme Mars ou Vénus qui, à l'origine, avaient des conditions climatiques semblables à la Terre et qui ont évolué vers le désert ou la fournaise. Ça, c'est un super exemple, par exemple, parce qu'il n'y a pas de vie sur ces planètes-là, enfin, du moins pas de vie humaine. Il n'y a pas de building, il n'y a pas de bétonnage, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est l'humain ou c'est pas l'humain qui crée le changement climatique? Bah non, c'est pas l'humain. Voilà. C'est pas l'humain, la preuve est là. Sous vos yeux, enfin sous mes yeux et dans vos oreilles. Arrêtez de faire peur aux gens. Merde. Je sens que je vais m'énerver. Petit peu. Parce que ça me gonfle. Franchement, de prendre les gens pour des jambons de Bayonne à ce point, je vous assure que ça mérite le poil. Donc, on va continuer. Donc cette stabilité est due à la présence d'eau qui recouvre près des 3/4 de la surface de la planète, qui passe selon la température planétaire de l'océan à l'air ou aux glaciers, et aux êtres vivants qui occupent sous diverses formes toute la planète. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'humain, il y a les animaux aussi. Vous voyez, les vaches, ça pète du méthane. C'est pour ça que l'Europe, ils veulent se débarrasser des bovins, de leur foutre des masques à ces pauvres bestioles sur les naseaux. Non mais, tout ce qu'ils ont trouvé. Ben, le jour où ils vont découvrir que nous aussi, nous, comme on expire du CO2, on va dire, attendez, on va leur foutre un masque à vitam aeternam mais on va le transformer en oxygène. Mais après, du coup, les arbres, ils se nourrissent de quoi? Les plantes, ils se nourrissent de quoi? Hein? Du coup, on lâche boire. Bon, bref. C'est incroyable, hein. Mais bon. Pour autant, le climat de la Terre varie naturellement sans l'intervention de l'homme, suivant des cycles et des événements ponctuels. Ces changements nous sont imperceptibles et ne sont connus que par des analyses et des traces laissées par des ambiances climatiques différentes dans les glaces, les sols, etc. C'est ce que je vous disais avec les carottes glaciaires. Et c'est dommage, je voulais vraiment vous mettre en lien cette vidéo que j'avais trouvée sur Twitter. J'arrive plus à foutre la main dessus, elle a disparu. Donc, bah voilà. Ils veulent faire taire les gens comme moi ou comme ce monsieur Benoît Rito là qui dit la vérité et qui dit bah vous alarmez pas, arrêtez vos conneries, il n'y a pas besoin d'aller vivre dans une grotte et de goûter de l'herbe, continuez à vivre normalement, juste bon peut-être l'eau éventuellement, prenez des douches au lieu de prendre des bains, en plus c'est plus hygiénique, hein, parce que bon le bain une fois que tu t'as mariné dans ta crasse, bah faut que tu te rinces avec la douche, donc bon autant prendre la douche directe, c'est quand même mieux. Et puis tu consommes moins d'eau, puis voilà. Et puis moi j'ai une solution aussi, et ça existe, hein. Ces espèces de réservoirs qui absorbent l'eau donc de la douche. Je crois aussi du lave-vaisselle et du lave-linge. C'est filtré et ça va dans les chiottes. Non parce qu'on pisse quand même et on chie quand même dans l'eau potable, hein. Bon, pour ça on trouve ça dégueulasse quand le chien il va boire dans l'eau des chiottes, mais là c'est de l'eau potable. Voilà. Si les chiottes sont propres, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de matière fécale qui doivent rester logiquement, hein. Si elles sont propres, si elles sont nettoyées. Bon, je pense que vous nettoyez vos chiottes quand même. Vous n'êtes pas des gros crados. Voilà. Petite parenthèse rigolette. Mais non, je sais, vous n'êtes pas des crados. Je le sais. Donc,
La variabilité des climats n'est perçue qu'à l'échelle locale et régionale par les humains, et encore car la mémoire humaine est sélective. D'une année à l'autre, les saisons changent, en particulier aux moyennes latitudes. En effet, le climat varie différemment suivant les échelles géographiques considérées. Ainsi, le réchauffement climatique en cours s'entend à l'échelle de la planète, mais masque des variations régionales et locales qui peuvent parfois apparaître contradictoires. La variabilité du climat planétaire est normale et tient aux fluctuations des courants océaniques, aux éruptions volcaniques, au rayonnement solaire et aux paramètres astronomiques, ainsi qu'à d'autres composantes du système climatique encore partiellement incomprises. Nous synthétiserons ici les principaux paramètres de ce phénomène naturel qui contribue à modifier le climat planétaire. Caractéristiques astronomiques de la Terre. Donc, par rapport à l'espace, on est bien d'accord, et par rapport aux autres planètes, c'est ça l'astronomie, et pas l'horoscope, pour le coup. Les variations climatiques dépendent étroitement de la position astronomique de la Terre. Voyons quelques caractéristiques astronomiques de la Terre dans le système solaire. Pardon. La Terre se situe approximativement à 100 millions de kilomètres du Soleil. Il parle en kilomètres, il parle pas en années-lumière. Bon. Qui nous apporte chaleur et lumière indispensables à la vie. L'orbite de la Terre, parcours qu'elle décrit autour du Soleil, n'est pas ronde mais elliptique, donc un petit peu plus ovale que ronde. Mais elle n'est pas plate. Hein, Maître Gims? Pas plate de Terre. Donc, bref. Ce qui fait que la Terre est entre 147 millions de kilomètres en périhélie, au 4 janvier, et 152 millions de kilomètres en apélie au 4 juillet. Nous remarquerons donc que pour l'hémisphère nord, c'est en hiver que la Terre est la plus proche du Soleil. Ce n'est donc pas ce facteur qui détermine les saisons. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 0,6 heures et 0,9 minutes, d'où les années bissextiles. C'est la révolution. Dans le même temps, la Terre effectue une rotation sur elle-même en 23 heures 56 minutes et 4 secondes. C'est le jour sidéral. Vous voyez, c'est même pas 24 heures, hein, 4 minutes près. Donc nos sociétés parlent en jours solaires, 24 heures. Cette rotation détermine le jour et la nuit. Ça, vous le saviez, quand même. Donc, je vous ai dit que c'était très vulgarisé, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc si vous avez des enfants, voilà, peuvent regarder aussi. C'est très bien ça. Donc la Terre, comme la plupart des planètes du système solaire, a une orbite située sur un même plan, dit plan écliptique. L'axe des pôles du globe forme une forme actuellement d'un angle de 23,27 degrés avec la perpendiculaire à ce plan. La révolution de notre planète et son inclinaison par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique engendrent les saisons astronomiques à partir de 4 positions. 2 équinoxes, donc celle du printemps le 21 mars et celle de l'automne le 23 septembre. Et les 2 solstices, l'été le 21 juin et l'hiver le 21 décembre. La rotondité de la Terre, sa forme se rapproche d'un géode, fait que les rayons du Soleil doivent traverser à la fois une plus grande distance et surtout une épaisseur plus importante de l'atmosphère en allant vers les pôles. Ceci définit les grandes zones climatiques. Zones toujours chaudes de part et d'autre de l'équateur jusque au-delà des tropiques. 2 zones tempérées aux latitudes moyennes, c'est-à-dire égale distance entre l'équateur et le pôle. Et 2 zones froides entre les cercles polaires et les pôles. Donc nous, on est en zone tempérée en Europe. Hein. Voilà. Donc les paramètres internes des variations climatiques de la Terre. Les éruptions volcaniques, par exemple. L'activité volcanique rejette notamment du CO2, actuellement en quantité moindre que les activités humaines, et de l'acide sulfurique sous forme de gouttelettes. Les rejets de cendres peuvent atteindre des millions de tonnes jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Toutes les éruptions volcaniques ont des effets sur le climat de l'échelle locale à régionale. Certaines d'entre elles, particulièrement importantes, rejettent des poussières dans la stratosphère au-delà de 13 km d'altitude et modifient le climat planétaire pendant quelques mois. Dans ce cas, ce phénomène crée une couverture atmosphérique opaque qui filtre la luminosité et la chaleur qui vient du Soleil. Ceci peut entraîner un refroidissement du climat, comme le volcanisme intense d'une centaine de milliers d'années
qui a eu lieu lors de l'extinction des dinosaures. Il y a cette théorie-là, il y a la théorie qui sont asphyxiés avec leur propre paix de méthane. Bon. Donc là, vous avez un petit graphique en dessous. Je vous le mettrai le lien en description, comme d'habitude, vous ne tracassez pas. Donc en 1450 avant JC, l'éruption volcanique de Santorin en mer Égée va mettre en suspension de telles quantités de poussière que durant l'été, qui suit en Europe et au Proche-Orient, le ciel reste voilé et la température baisse d'environ 0,5 degrés. Récemment, l'éruption du Pinatubo philippin en 1991 a entraîné des projections jusqu'à 35 km d'altitude. 2 mois après l'explosion, plus de 40% d'une bande intertropicale entre 30 degrés nord et 20 degrés sud était recouverte par des aérosols, entraînant une baisse moyenne de la température de la planète entre 0,1 et 1 degré. Les volcans indonésiens Krakatoa en 1883, Ogun en 1663, le mont Sainte-Hélène en 1980 aux États-Unis et le volcan mexicain El Chicón en 1982 eurent les mêmes effets. À court terme, le volcanisme implique une chute des températures évaluée entre moins 0,5 degrés et moins 0,12 degrés. Depuis les années 2000, Ridley et al. 2014, donc Total Volcanic Stratospheric Aerosol Optical Depth and Implication for Global Climate Change. Enfin, ça c'est bien, vous allez avoir votre petit cours d'anglais. Bon, alors ça je vais pas vous lire parce que c'est un petit peu... donc, il y a... Enfin, vous verrez ça sur le lien en description. Donc, pour autant, le volcanisme majeur peut être un puissant facteur de réchauffement sur le long terme. En effet, lors du Cétacé supérieur, il y a environ 80 millions d'années, la température était de 6 degrés supérieure à celle que nous connaissons. Ce fut la période la plus chaude de l'histoire de la Terre. Et il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas l'industrie. Allô, ça vous parle? Ou je m'énerve? Bon. La circulation thermohaline. L'atmosphère et l'océan, qui sont des fluides, interagissent ainsi. L'océan joue un rôle important dans la définition des climats à diverses échelles. Au niveau planétaire actuellement, les eaux de surface des mers de Norvège et du Labrador, plus salées avec la formation de glace, plongent entre 2000 et 4000 mètres de profondeur. On parle de l'eau profonde nord-atlantique et circulent lentement vers les autres bassins océaniques. Dans le même temps, les eaux tropicales chaudes de surface remontent notamment vers le pôle Nord. Cette circulation lente, environ 1500 ans, atténue les différences de température entre les latitudes. Ces échanges océaniques auraient été modifiés au Drias. Alors après, il y a des chiffres, je vais pas vous dire ça, car la fonte des glaces continentales Islantis, entraînant un surplus d'eau douce, a diminué la salinité des eaux. Surplus d'eau douce, oui, voilà. Donc ce phénomène ralentit alors le transport méridien de chaleur et peut entraîner un refroidissement intense de l'Europe. Ceci étant, ce refroidissement modifie d'autres facteurs atmosphériques qui concurrent ensuite à son rétablissement. Les interactions océan-atmosphère sont assez compliquées à appréhender. Là, vous avez un petit schéma avec des flèches, etc. Donc les courants chauds et les courants froids représentés en vert et les courants chauds représentés en rouge orangé. Voilà. Donc, et vous allez pouvoir voir un petit graphique. D'accord. Bon. Donc l'oscillation nord-atlantique. L'oscillation nord-atlantique est une variation qui affecte l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique, des côtes américaines à l'Europe. Il existe un équivalent dans le Pacifique, mais sa masse considérable et son fonctionnement plus hémisphérique que dans l'Atlantique atténue cette oscillation. Au pas de temps pluridécennal, la circulation atmosphérique aux latitudes moyennes connaît des périodicités appelées oscillations nord-atlantiques, bien corrélées avec les variabilités du champ de pression arctique. Normalement, un gradient de pression de l'ordre de 20 Pa s'établit entre les latitudes subtropicales et l'anticyclone des Açores, et la latitude de la dépression d'Islande engendrant des flux d'ouest à basse et haute altitude. Ou à basse, ils ont dû mettre, voilà, j'avais dit basse, mais ils mettent basse, mais ça doit être basse, ils ont fait faute de frappe, je pense. Plus le gradient de pression est fort, et plus la circulation d'ouest affecte l'Europe. Au contraire, lorsque la circulation se ralentit, suite au maintien des hautes pressions continentales sur le continent par exemple, les circulations méridiennes deviennent majoritaires en saison froide.
Urel 1995 et 96, Osborne et Hall 1999, Mann et Hall 1999 et 2000. Les alternances de périodes de faible indice de circulation zonale 1870-1900 et 1930-1980 alternent avec des périodes à fort indice zonal 1900 et 1930. Depuis 1980, les caractéristiques thermiques des hivers doux et venteux ou très froids et la latitude où la pluviométrie est la plus abondante sont trop modifiées. Bon, alors je pensais pouvoir aller jusqu'à la deuxième partie de cet article, mais comme j'ai fait pas mal de petites incises et une intro un petit peu longuette, donc du coup ma vidéo elle atteint plus de 20 minutes et je ne veux pas vous la faire plus longue, donc je la continuerai dans un prochain épisode. Donc j'espère qu'en tout cas cette première partie vous aura plu et vous donnera envie d'aller en savoir un peu plus parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments encore à vous dire. Et puis j'espère que vous allez continuer à mettre le pouce, ça aide vraiment bien au référencement de la chaîne. L'abonnement bien évidemment, ça aide énormément aussi au référencement. Les commentaires aussi pour faire monter les algorithmes. Et puis partager sur vos réseaux sociaux, comme ça y a les climato-sceptiques qui vont peut-être un petit peu se faire ouvrir les yeux par les climato-réalistes. Et puis les climato-alarmistes, ils vont aller se coucher et puis avec une petite fessée, un pompon cucu. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Prenez surtout soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur MAMS TV pour une nouvelle vidéo sur le climat bientôt. À ciao.